Bonjour, bonsoir, de retour avec notre équipe de chroniqueurs. Conscience oblige, avec comme d'habitude, Kéké, le prince de Carthage, le docteur Henri Lévy, le scientifique, mais le cogneur aussi. La fragile. Je suis à Et puis, un retour attendu. Vous m'avez demandé où est-ce qu'il était, la grande gueule. Celui qui, en radio, aime faire couler le sang. Celui qui aime mettre le drapeau d'Algérie sur sa tête, avec un couteau entre les dents, prêt à mordre. Jamais content, que du négatif. Quand il passe, l'herbe sèche. Le général du chaos. Il est là. Jamel, de retour. Il s'est absenté, monsieur avait beaucoup de choses à faire. Mais aujourd'hui, il nous a fait l'honneur de revenir. Comment vas-tu, Jamel? Ça va très bien, à votre service. Tu l'as présenté, on dirait que c'est lui justement la star de l'émission. C'est C'est pas la star, mais c'est la grande gueule. C'est pas la star, mais c'est le baril de poudre. Sans baril de poudre, t'en vois pas la balle. Vrai, tu vois vrai, Vous avez vu la ganache qu'il a? Vous avez vu la cicatrice? C'est chaud. Je suis très intimidé. Faut pas, ma petite fragile. Je vais te rendre dur, mon petit fragile. Alors aujourd'hui, nous avons pour thématique ce que d'autres hypocritement appellent la banlieue, Quartier populaire, milieu urbain, de l'autre côté du périph', d'accord, mais on va parler de ce qu'on appelle réellement le ghetto. Alors je vais demander sans plus attendre à mes chroniqueurs, à mon équipe, qu'est-ce que le ghetto vous évoque? Qu'est-ce que pour vous, quand on parle de ghetto, à quoi vous pensez? Ça vous évoque quoi? Moi, ça m'évoque les toilettes turques. Ça m'évoque la diarrhée. On peut pas se soulager dans un endroit où on doit comment dirais-je, s'asseoir d'une certaine manière. Donc pour moi, il n'y a absolument rien de positif dans le ghetto. Rien du tout. Rien du tout. Ouais, t'es pire que... Ah oui, moi je suis catégorique. Il y a du positif. Jamais toi tu... Non, pour moi le ghetto c'est... Moi directement ce qui vient, le ghetto pour moi c'est une politique mal contrôlée, mal gérée. Ouais. Ça a été la surprise de la République. Ok. La surprise. Voilà, la surprise de la République, ils s'y attendaient pas. C'est venu à leur gueule, ils ont pas réussi à gérer le truc. D'accord. Et le ghetto signifie quoi pour moi le ghetto? Voilà, le ghetto entre guillemets, parce que voilà, moi je trouve un peu le terme ghetto un peu dur, tu vois. Péjoratif, ouais, bien sûr. C'est un peu... Mais Parce que moi, pour moi, je l'identifie au ghetto de Varsovie, tu vois, historiquement parlant, le ghetto. C'est ça, la base. Ouais, mais bon, on nous ramène pas dans des camps de concentration. Si on doit ramener des gens dans des camps de concentration, c'est nous qui les ramènerons, tu vois. C'est plutôt nous les bouchers que les veaux, tu vois. Si vraiment... Bon, c'est un rassemblement... Moi, voilà, le ghetto, il y a du positif, il y a énormément de négatif. Il y a plus de négatif que de positif. On va pas se voiler la face, on va pas... Mais quelles sont alors les choses positives pour toi, selon toi? Les choses positives, c'est bon... Ce rassemblement entre personnes, cette promiscuité, cette galère permet de ressortir en nous le meilleur, tu vois, dans le sens où il y a beaucoup d'aide, beaucoup de sociabilité cette entre joie nous, de vivre, cette joie de vivre entre nous, ce contentement du peu, tu vois, et ça, tu le retrouves pas ailleurs. Tu comprends? Cette galère et cette misère, entre guillemets, permet de ressortir le meilleur de toi-même. Tu vois, t'as des belles histoires dans le ghetto. T'as des histoires tragiques, t'as des choses qui font mal. J'en entends tous les jours, des comportements, des manières de faire qui sont... Tu as mal au cœur, tu comprends? Parce que t'arriveras pas à raisonner les gens, forcément. Mais t'as du positif, t'as cette énergie. T'as des gens qui sortent du ghetto qui réussissent. Parce qu'ils ont cette niaque que les autres, ils auront pas. Ça, on en reparlera aussi. Donc t'as du positif. Mais on va pas se voiler la face, il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs. C'est pour ça que le docteur parlait de toilettes turques. Mais t'es un peu dur, non? Voilà, parce que oui, bah, c'est formateur, ce qui serait positif, c'est que certes, dans les toilettes turques, les conditions sont difficiles, mais je me soulage. Voilà, bah, le soulagement, c'est le positif du ghetto. Non. Voilà, si je peux caricaturer. Chacun, je pense, a eu l'image dans sa tête. Voilà. Il y a toujours un pour et un contre. Après, on va pas se voiler la face. Il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs. Bien sûr, le négatif, bon, voilà, t'as la promiscuité, le fait de mettre des personnes les uns sur les autres, le fait de le chômage flagrant, bien sûr. Bien sûr que le chômage il est flagrant. Comment ça s'appelle, la violence qui s'ensuit. Parce que quand tu mets des personnes entre eux, pas de chômage, du trafic à tout va. Parce qu'il y a été, attention, le trafic à tout va qui est, ne va pas trop loin, qui est encouragé. Je le dis clairement, qui est encouragé entre guillemets
on ferme les yeux, on laisse faire. Moi je le dis, j'ai été un acteur. Ok. J'ai été un... On en parle. Donc, on a le temps de développer tout au long de l'émission. Je vais demander à Khalil qui, lui, je sais, a un œil extérieur parce que tu n'as pas grandi dans ces conditions-là, on va dire, dans ce milieu-là. On va dire ghetto. Dans ce ghetto. Ghetto, non. T'as pas grandi non plus dans le 16e. Non, j'ai grandi dans le 20e arrondissement de Paris. Okay, le 20e aussi, mon pote, c'est la banane, tout ça et compagnie. Ouais, mais non. C'est pas facile. Ouais, bien sûr. Ça reste Patrice de la Tour du Pin, la Cité Pagani, les arcades, etc. D'accord. Non, mais j'ai grandi dedans aussi. C'est-à-dire que j'ai connu, il y a eu des trucs. Mais t'as toujours été à l'extérieur de ça, quoi. Moi, personnellement, c'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai pas vu ce que m'évoque le ghetto, et c'est vrai que tu le dis, jamais. Ça peut être... voilà, on a toujours cet esprit de... ghetto de Varsovie, ça nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Quand même, beaucoup de personnes aiment à le dire. Mais c'est vrai que moi, réellement, quand on le voit de l'extérieur, je vais vous raconter une petite anecdote très très simple. Je suis déjà rencontré à Benson, j'allais au foot à l'époque. Et on allait, c'était l'époque des Maratra pour ceux qui connaissaient, c'était les U13, les U15 et les U17 qui allaient tous ensemble. Voilà. On allait tous ensemble jouer. J'allais à Montfermeil la première fois de ma vie. J'allais à Montfermeil, je voyais des tours d'immeubles. Bon, je me disais, c'est des tours d'immeubles, ok, d'accord. J'en avais c'était les Bosquets, il me semble. Ça, les Bosquets. J'arrive comme ça et on est avec notre entraîneur. C'est ça. On est avec notre entraîneur. C'est les arènes. Ouais, c'est ça. Bah, nous, tu sais, je te jure qu'on était en train de flipper quand on a joué là-bas, vraiment. Et on arrive comme ça. Après, je sais pas si c'était vraiment Montfermeil ou pas, mais je sais que c'était un Montfermeil. Après, et j'arrive comme ça. Je me trouve dans un immeuble. Je vois en bas de l'immeuble des sacs poubelles, des frigos, des micro-ondes. Une bardée de déchets, de déchets. Et j'arrive comme ça, je dis à mon animateur, vraiment, je lui dis, mais c'est quoi tout ça? C'est une décharge publique ou c'est comment? Une brocante certainement. Voilà. Et il me dit non, ils jettent par la fenêtre. Je dis mais comment ils jettent par la fenêtre? C'est là où ils habitent les mecs. C'est là où ils habitent. Et moi ce truc là il m'a choqué. C'est-à-dire qu'en fait réellement je me suis dit, et maintenant à l'âge de 31 ans je me dis mais en fait ils chient là où ils mangent en fait. Exactement. Ouais. Ils chient là où ils mangent. Et moi la première fois que je vois un vrai ghetto c'est ça. Donc ça veut dire pour moi saleté. Après, oui, en grandissant, t'as le chômage. Oui, en grandissant, et je suis d'accord en partie avec toi en disant qu'on les a parqués, les gens, parce qu'on n'a pas... je veux dire, ils n'ont pas eu le choix d'habiter ici. C'était une politique. Ouais, ils n'ont pas eu le choix d'habiter ici. On leur dit, bon, bah voilà, monsieur, tiens, il y a un immeuble qui s'est libéré, enfin, un foyer qui s'est libéré, enfin, on va dire un F2 qui s'est libéré pour vous et votre famille. Allez là-bas. C'est pas eux, par exemple, comme aujourd'hui, nous, certains d'entre nous qui diront, bon, maintenant, j'ai envie d'habiter dans 92, etc. Ouais. Voilà, j'ai envie d'habiter dans 92, à Agnières-sur-Seine, ou tiens, à Paris, ou un truc comme ça. Non, on leur a dit, à l'époque, tenez, vous allez là. Donc, réellement, l'image que moi, je peux avoir du ghetto, c'est saleté, c'est violence, c'est... bon, après, stupéfiant aussi, mais bon, c'est dedans, tu vois. C'est un engrenage. C'est un engrenage, c'est dedans. Mais et quand t'as tout ça, et quand moi, je regarde l'extérieur, je me dis, mais comment les gens, ils font pour vivre? C'est-à-dire que, comment tu fais pour grandir dedans? C'est-à-dire, il y en a, vous, en l'occurrence, vous êtes des exemples, vous avez grandi dedans, moi non. Mais comment on arrive, et d'où une richesse, vraiment, d'où une richesse, dire mais comment on arrive à se sortir de là? Parce que vraiment, ça aussi, on en reviendra. C'est dur. On en reviendra d'ici la fin de l'émission. C'est très très dur. La fin de l'émission. C'est très très dur. Moi, l'image que j'ai du ghetto, que j'ai dit tout à l'heure, comme au début, j'ai dit hypocritement on appelle banlieue. Pour moi, pour faire un peu mieux, mais aujourd'hui, l'image du ghetto, pour moi, elle est simple, c'est comme je disais en off tout à l'heure, c'est vous parquez 100 personnes dans un appartement de 50 mètres carrés et on éteint la lumière. Les gens vont rester tranquilles pendant 1 heure, 2 heures. Au bout de 3 heures, au bout de 4 heures, au bout de 5 heures, au bout d'une journée, ça commence à partir en couille dans tous les sens. Ça se met des coups de coude, ça se marche dessus. L'autre veut sortir par la fenêtre, on dit non, reste là. Ça griffe. Tu m'as griffé, hein. Tu commences, tu t'en prends plus à celui qui t'a griffé, mais à l'autre parce que tu deviens parano. Bien sûr. Toi, tu deviens parano. Et voilà. Aujourd'hui, le ghetto pour moi, c'est très marginal. Et de par mon expérience, on cultive aussi ce côté-là. On a cultivé ce côté-là. On n'a pas essayé de chercher on a cherché à en sortir de toutes les manières possibles, mais pas de la bonne manière, pour moi. Alors, pour aller plus loin dans l'émission,
moi, la deuxième question que j'ai, c'est pour surtout vous qui avez grandi dans ces conditions-là, est-ce que vous considérez que vous avez eu quand même, malgré tout, une belle enfance? Oui, moi en tout cas, pour mon cas personnel à moi, j'ai une belle enfance dans le sens où, voilà quoi, j'ai eu des parents qui sont encore vivants, grâce à Dieu, qui ont toujours été aimants. Alors jamais rien de manqué, de rien. Mes grands frères qui ont toujours été là pour moi, tu les connais. Moi on a toujours été une famille soudée. Et on en partait toujours en vacances quand il le fallait. Mon père il travaillait dur aussi, voilà quoi. C'était 5h du matin au chantier pour revenir à 19h, 20h à la maison. C'était il a sacrifié sa vie pour nous. Mais on a manqué de rien. On a toujours eu cet esprit de famille, cette solidarité entre nous qui fait qu'on a vécu des belles choses. Après, mis à part la vie familiale, c'est vrai que notre génération à nous, Benson, où on a 34 ans, à l'époque c'est pas la même génération de maintenant, où 15, 16 ans, 14 ans, s'ils ont pas leur smartphone, ou s'ils ont pas leur dernière basket, c'est vrai ça n'a absolument rien à voir. Nous à l'époque, 34 ans, on jouait du foot du matin au soir quand on était en vacances, on rentrait à 17h à la maison après l'école, on faisait pas ce qu'on voulait mon pote, c'est-à-dire qu'on a connu la délinquance, on a connu les choses, mais tardivement, attention, vrai. On était... nos premières petites amourettes, tu vois, c'était pas la débauche de maintenant. C'est-à-dire qu'on vivait heureux avec peu. Tu comprends ? On avait 1 franc, 2 francs, on s'éclatait. C'est vrai que le facteur téléphone portable, internet, le facteur de la société de consommation qui a pris de l'ampleur et le fait de tout avoir et le fait d'être tombé dans ce piège-là a fait que ça a changé les mentalités, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses toi, Kelly ? En fait, moi je vois vraiment aujourd'hui qu'il y a quand même une grosse différence entre l'époque, tu l'avais très bien dit, mais une grosse différence aussi au niveau de la paupérisation des gens. C'est-à-dire, si on remarque bien, à l'époque, avec quelques francs, on vivait. Aujourd'hui, avec pas beaucoup d'euros, on survit. On survit. Et tu l'as très bien remarqué. Aussi, c'est l'exemple, en l'occurrence, de ton père. Si mon père, il a commencé, il est terminé tard, etc. Et comme nos pères, nos tous étaient des ouvriers, ça tous étaient des charbonneurs, des immigrés, etc. Mais maintenant, il y a aussi cette dimension d'éducation, c'est-à-dire que même si nos mamans elles étaient là, etc., on a une notion d'éducation, dire voilà, je sais pas, moi mon père à l'époque, même si il y allait, etc., et il nous faisait faire, par exemple à la fin, les plus courageux d'entre eux, nous faisaient nos devoirs. Il y en a, ils ont lâché parce qu'ils sont épuisés. 2 heures de transport le matin pour aller sur le chantier, etc. Le temps de travailler, revenir le soir, il est 19h, 20h. Le daron, généralement, il est KO. Donc il y a cette... C'est vraiment cas par cas. C'est comme une... On va pas dire que c'est une généralité, mais quand même, l'éducation aussi... aussi beaucoup. À l'époque, on avait des parents qui étaient issus de la première génération, ceux qui étaient venus en France, la première génération, ils savaient comment nous driver, c'est-à-dire que même quand ils étaient pas là, ils avaient ce charisme, cet ascendant, ils avaient cet ascendant, ce charisme sur nous, ils avaient cette présence. Au jour d'aujourd'hui, la génération... Tu peux les prendre quand même au cas par cas. Bien sûr. En général, attention, je te parle en majorité. En général, moi, je me rappelle que, tu voyais l'ombre de ton daron à l'époque, c'était quelque chose, tu vois. C'est clair. Donc, il y avait toujours, malgré qu'on faisait des conneries, t'avais toujours ce... Tu vois ce que je veux te dire ? Au jour d'aujourd'hui, moi, ce que je remarque, moi, la nouvelle génération de maintenant, de 18, 19, 20 ans, c'est la 2e ou la 3e génération. C'est des enfants, des enfants de ses parents. Tu vois ? Mais n'allez pas trop vite. Mais je peux t'expliquer. Juste vite faire. Après, on s'en va revenir dessus après. C'est que c'est eux qui ont failli ensuite. Parce que c'est difficile à ce moment-là et l'autre côté, mais ils ont failli. On va revenir dessus. Monsieur, calmez-vous, j'aimerais répondre aussi à la question. Non, on va revenir dessus. Pour recentrer le débat, toi, docteur, considères-tu avoir eu une belle enfance malgré une enfance fragile, malgré ton expérience dans les toilettes turques? Mais écoutez, monsieur Benson, pour vous répondre, paradoxalement à ce que j'ai dit en introduction, j'ai eu une très belle enfance. Voilà. Je pense que on pourrait poser la question à un Éthiopien qui a grandi dans un village, qui de temps à autre a connu la famine, mais
il viendra tout le temps avec cette même avis de j'ai une très belle enfance. À moins de connaître des abus traumatisants, abus sexuels, agressions, toutes ces choses-là qui font que l'esprit est dérangé par conséquence. Je pense que tout enfant dira que oui, j'ai une très belle enfance. Maintenant, je pense qu'on pense cela parce qu'on n'était pas conscient, tout simplement. D'accord. Et qu'au fur et à mesure comment dirais-je, on a grandi, le rideau petit à petit commence à se lever et on commence à être témoin de certaines choses. Moi, je me souviens, j'ai grandi à Saint-Ouen. Je suis arrivé à 14-15 ans à Épinay-sur-Seine, dans une cité. Mais avant, j'habitais à Saint-Ouen. C'était plus... J'étais en dehors de la cité. Mes parents habitaient dans un immeuble. On était à 7 dans un 30 mètres carrés. Mais je me rappelle nos goûters. Je traînais avec mes amis zérois, Titiche, Yannis, Jonathan. Je vous salue au passage. On était une bande de blacks. On jouait au parc, au foot. On n'avait pas assez d'argent pour acheter les épées avec le fourreau, là, le glaive. On se construisait on prenait des branches, on se faisait mal aux mains. Nos goûters, c'était du cola avec du pain beurré, des chips, s'il y avait du bénéf, mais c'était tout. Mais j'ai grandi ça pendant 10 ans. À Saint-Ouen, il y a une grande église à côté, il y a un parc Marmottan. J'ai fait toute mon enfance là-bas. Mais j'ai une enfance magnifique. Et quand tu es arrivé à Épinay, il y a une grosse différence? Quand on est arrivé à Épinay, moi, de caractère, déjà de base, j'ai jamais aimé les effets de groupe. J'ai jamais aimé ça. Voilà. Du coup, lorsque on est arrivé à Épinay, je me souviens, pendant 1 année ou 2 ans, je sortais pas du tout. Parce que j'aimais pas l'environnement dans lequel j'étais. Tu vois ? Alors que mon jeune frère, lui, en revanche, tout de suite, il s'est adapté, tu vois. Et ce qui est peut-être qui m'a préservé par rapport à lui, par rapport à certaines situations. Parce que moi, j'étais un peu comme Khalil, j'ai grandi dans le ghetto, mais... C'était peut-être ton côté fragile. Non, c'est pas ça. C'est pas un côté fragile. Je pense que c'est de la maturité. Parce que la fragilité, c'est quoi aujourd'hui ? C'est intégrer un groupe et comment dirais-je, être guidé par ce groupe, être influencé. Moi, j'avais déjà cette force de caractère qui faisait que... T'étais indépendant. C'est tout. Donc si vous appelez ça de la fragilité, monsieur, je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Alors si je note bien... Le respect. Je note bien... Si j'écoute vos réponses... Là, elle était belle. Si j'écoute vos réponses, malgré les difficultés, vous dites malgré tout ce qu'on peut dire sur le ghetto, vous avez quand même relativement une belle enfance, d'accord ? Alors la question que je vous pose, qu'est-ce qui a fait, parce que moi aussi j'ai une belle enfance, c'est-à-dire que j'ai des bons souvenirs, des très bons souvenirs, la terrasse, la dalle, le foot avec les Hamid, les Mounir, tout ça, le daron qui nous appelait dès qu'il faisait un peu nuit, hey, vite, tu vois, dès qu'il montait comme ça, on avait ce truc-là, vite, tu vois, non ? Voilà, c'était... Voilà. Mais maintenant, alors, moi je pose la question, c'est que qu'est-ce qui a par la suite engendré tant d'égarements, tant de violence ? Parce que la violence qu'on a connue, après, je mets un petit bémol parce que la violence qu'on a connue, par exemple, dans le ghetto, c'est peut-être pas la même qu'il y a à Londres, on leur parlera, au States, je sais pas. Mais qu'est-ce qui a fait que... Quel est ce phénomène qui nous a pris, d'accord ? On aura 2 minutes, mais on va en reparler dans la deuxième partie. Qu'est-ce qui, selon toi, Jamel, on va commencer par toi, parce qu'après on va enchaîner, parce qu'on n'a presque pas le temps pour la première partie. Qu'est-ce qui, pour toi, nous a amené à sombrer dans ce cycle de violence infernale ? Ce qui nous a pourri, c'est l'oseille, c'est l'appât du gain, c'est le butin. À l'époque, on était tous contents, on se contentait du Mr Freeze, on partageait le frites merguez ensemble, on était tous joyeux. Dès qu'on a commencé à vouloir palper un petit peu, dès qu'on a commencé par nous voler ne serait-ce que le petit téléphone portable du coin, ça a commencé comme ça. Les petits postes, pour aller en soirée, il fallait voler le poste et le vendre au schleur d'à côté. Ça a commencé comme ça a commencé des barrettes, ça a commencé le bédo, ça a commencé... Ah, l'autre il a commencé à prendre plus que moi, je comprends pas. Et peut-être la faire à l'envers. C'est l'appât du gain, c'est le butin qui nous a pourri nos cœurs. Cette course à l'oseille facile, parce que c'est l'oseille facile. Donc c'est ça qui selon toi explique à ce qu'un petit groupe d'enfants qui a grandi ensemble, qui était à la maternelle pour la plupart, à l'école primaire pour la plupart, qui a joué au foot, ça commençait comme ça. À se diviser comme ça. Bien sûr. Ouais, parce qu'en fait réellement le mal il est fait entre vous. On va dire en quelque sorte. C'est-à-dire il est pas... Enfin, j'aimerais intervenir. Aruna, vas-y. D'accord. Moi je pense qu'il y a un élément qui... Ça c'est un peu une conséquence, ou c'est l'introduction. Mais ce qui a fait que justement ce groupe d'enfants qui jouaient avec des bâtons, qui s'éclataient pour rien, comme tu l'as décrit avec le foot et tout, etc., qui tout d'un coup bascule vers
le pécule. Je pense que c'est les modèles et les exemples qui ont changé. Non, tu bascules pas. Très tôt dans les quartiers, tu as toujours le grand de la cité. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. À l'époque, les grands de la cité, ils faisaient pas d'oseille. À l'époque, les grands de la cité, ils vivotaient. Comme tu dis, c'est un cas isolé. Après, les grands de la cité, après, t'as l'exemple de la télé. Tu sors, tu voyages. Quand tu dis à l'époque, il faut bien recentrer. Hein. À notre époque à nous. Les années 90. Tu sais, Aruna, n'écoute pas les gens. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Crois pas que tout le monde y fait de l'oseille. Crois pas que tout le monde est en haut de l'affiche, c'est faux. Crois pas que tous les mecs que tu vois, ils ont de l'oseille. La plupart, ils sont au RSA, ils le disent pas. La plupart, c'est des gratteurs. La plupart, c'est des satellites qui tournent autour de mecs qui ont de l'oseille. Oui, mais c'est pas le sujet. Non, parce que tu me dis. Non, parce qu'on revient. Attends. Mais Sarouna, Monsieur, c'est un barbare. C'est pas eux les exemples. C'est impossible, ça. Laisse Sarouna terminer. Mais c'est pas eux les exemples. Tu recommences des histoires de la radio. Monsieur, je me t'ai dit, il a fait des efforts. Laisse Sarouna terminer. Il a fait des efforts. C'est pas les exemples. Les exemples, c'est les grands qui ont palpé. Laisse-le terminer son argumentaire. Aruna termine parce qu'après on termine sur ça, on boucle la première partie. Laisse-le terminer son argumentaire. Je pense que vous n'avez pas compris mon propos. Et vu votre réaction épidermique, je pense que votre fragilité a pris le dessus. Mais je vais poursuivre. Alors, je disais, donc ce groupe d'enfants, à un moment donné, je pense que comme l'a souligné Kelly dans son propos, c'est que ces parents qui avaient des métiers précaires, à un moment donné, avec le transport, commençaient à être fatigués. Les enfants grandissent. Ne peuvent pas éduquer des enfants. Forcément, l'enfant grandit. Quand il a 5 ans, un regard et c'est réglé. Ouais. Mais quand l'enfant commence à avoir 10, 12 ans, 13 ans, et qui n'a pas l'attention qu'il devrait avoir de ses parents pour des causes qui sont tout à fait justifiables, commence à changer d'autorité entre guillemets. Et c'est vrai que le spectre du grand de la cité, c'est un grand. Certains quartiers, certains coins de la cité, on pouvait pas y aller, hein, ou on pouvait pas répondre d'une certaine manière. Cette autorité, et vu que c'est grand, ils avaient déjà des voitures, ils avaient déjà une manière de s'habiller. Ça, c'était un modèle qui succinctement a commencé à changer de voie. Voilà, alors garde bien ce raisonnement à l'esprit. C'est mon propos, monsieur. Gardez bien ce propos-là, docteur Henri Lévy. On reviendra sur ce propos-là dans la deuxième partie. On vous dit à très bientôt. On revient. C'est qu'une petite pause.